Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Essentiel. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Le Québec impose un moratoire sur 2 programmes d'accueil des immigrants permanents. Ottawa dénonce cette décision et estime qu'elle aura pour effet notamment d'augmenter le nombre d'immigrants temporaires, d'immigrants en attente de statut. Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, Joël Denis-Bellavance, chef de bureau parlementaire pour la presse, et Émilie Bergeron sont avec nous. Émilie Bergeron, correspondante parlementaire pour la presse canadienne, je ne voudrais pas l'oublier. On va discuter de tout ça, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Mais d'abord, si vous voulez bien, je voudrais qu'on écoute ces 2 extraits, d'abord du ministre Roberge au Québec et du ministre Marc Miller. Je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'un gouvernement fasse preuve d'agilité, suive en continu ce qui se passe, monitore ce qui se passe dans ses programmes, puis fasse des ajustements quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, on fait un ajustement de manière à, comme disait Horacio Arruda, réduire la courbe. J'ai mis des cibles très agressives dans mon plan, c'est-à-dire de monter jusqu'à 10 % dans les communautés francophones en dehors du Québec. Je serais même prêt à accueillir ces gens-là parce que c'est des gens brillants, c'est des gens qui pètent des scores incroyables dans les qualifications. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne les accueillerait pas en dehors du Québec parce qu'on a besoin de francophones dans les communautés en dehors du Québec. Donc, on pourrait le faire. Bon, ça a quelque chose d'un peu ironique quand même, cette situation-là, le ministre Miller qui dit « envoyez-nous vos étudiants ». Mais est-ce qu'on n'est pas vraiment carrément dans un dialogue de sourds, Joël Denis? Oh, tout à fait. Et ça fait des années que c'est comme ça en matière de migration. D'abord, le gouvernement Legault demandait depuis longtemps que Ottawa réduise ses seuils d'immigration. Ça a été fait à Ottawa. Maintenant, Ottawa demande à Québec de préciser comment il va réduire le nombre de résidents temporaires. Et donc, c'est comme un véritable dialogue de sourds qui se fait malheureusement sur le dos des immigrants. Et ça, c'est déplorable parce que ça risque de, comment dirais-je, monter le sentiment qui n'est pas favorable aux immigrants alors qu'on sait tous qu'on en a besoin. Oui, il faut avoir les infrastructures, une façon adéquate de les accueillir ici en grand nombre, arrimer le nombre d'arrivants avec nos capacités d'accueil, mais il ne faut pas non plus, comment dirais-je, tomber dans la dérive. Il y en a déjà un peu trop à travers le monde déjà en ce moment. Et donc, il faudrait que ce dialogue soit beaucoup plus, comment dirais-je, constructif, au lieu d'être un dialogue de sourds, comme vous l'avez souligné. Est-ce qu'on commence à déraper, Catherine? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je ne sais pas si on commence à déraper, mais visiblement, il y aura des problèmes, parce que, bon, on annonce quand même une suspension de ces programmes pour 8 mois. C'est assez long. Et puis, ça va faire en sorte qu'il y aura de nombreux étudiants étrangers, entre autres, qui ne sauront pas quoi faire, qui ne pourront pas nécessairement rester au Québec. Donc, ça va créer toutes sortes de situations, ça va créer des problèmes. Mais comme vous le disiez, c'est un peu ironique en même temps parce que Ottawa aussi abaisse ses seuils d'immigration. Alors là, je comprends la critique là, du ministre Miller, mais en même temps, Ottawa fait pas mal la même chose. C'est dans l'air du temps. On abaisse les seuils d'immigration. On veut s'assurer de pouvoir intégrer tout le monde, mais ça va créer des problèmes. J'ajouterais aussi que ça pourrait aussi créer des problèmes sur le plan de l'économie également, parce que la raison pourquoi on n'est pas en récession actuellement, c'est grâce aux immigrants, c'est grâce à la population qui augmente. Donc moi, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer dans les prochains mois, dans la prochaine année. Pour l'instant, oui, je comprends, on veut faire plaisir à l'électorat, mais en même temps, ça va avoir des conséquences vraiment bien réel là, sur l'économie. C'est dans l'air du temps, dit Catherine. Émilie, c'est dans l'air du temps. Et est-ce que c'est de bon ton en ce moment de dire on va baisser les seuils d'immigration? Alors qu'on se dirige quand même vers une campagne électorale, c'est là où je pense qu'il pourrait y avoir des dérapages quand on va être un peu plus dans ce contexte-là partisan où ça pourrait déraper. Puis quand on simplifie vraiment un message pour qu'il soit électoral, c'est là où on tourne les coins ronds. On va peut-être qualifier des personnes d'illégaux alors qu'il n'y a personne qui est illégal en immigration. Donc, il y a ça. Puis je suis d'accord avec ce que Catherine disait, que c'est un peu ironique que M. Miller dise ça va augmenter le nombre de temporaires si on en accepte moins de façon permanente. Mais quand même, à Ottawa, c'est ça qui se passe, là. Quand il diminue le nombre d'immigrants permanents, il y en a qui restent coincés au stade de temporaire puis qui voudraient accéder à la résidence permanente. Mais M. Miller a raison que
eux, ils ont fait l'exercice déjà d'intégrer des cibles en immigration temporaire. Ce que Québec n'a pas fait encore, ils veulent le faire, mais ils ne l'ont pas fait encore. Donc, à ce niveau-là, M. Miller a raison de dire, nous, on a fait l'exercice, on attend encore du côté de Québec. Donc, c'est peut-être le seul élément où je trouve qu'il a, il a raison à 100%. Si je peux me permettre rapidement, Catherine, je trouve que cet enjeu-là va devenir, je pense, un enjeu encore plus important au cours des prochains mois, surtout si Donald Trump remporte la victoire mardi aux élections présidentielles. Je m'explique. M. Trump a promis un programme de déportation massive d'immigrants illégaux, qu'il juge illégaux. Près de 10 millions de personnes pourraient être mises à la porte. Où vont aller ces gens-là? Je pense qu'on a conclu une entente sur les pays tiers sûrs avec les États-Unis. On sait que si on fait une demande aux États-Unis pour être réfugié, demander d'asile, c'est là que ça devrait se faire en premier. Mais je pense que maintenant, ça va revenir à l'inverse, en ce sens que le Canada devra accepter ces gens-là si jamais ils demandent l'asile ici, parce qu'ils auront été rejetés par les Américains et ils ne seront plus en sécurité aux États-Unis avec Donald Trump comme président. Donc, on en parle en ce moment, là. Attachez vos trucs parce que ça risque d'être encore plus important au cours des prochaines semaines si Donald Trump remporte la victoire mardi. Oui, ça va être à surveiller. On devrait recevoir le ministre Roberge demain. On va avoir des questions à lui poser, évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un certain populisme? Vous avez parlé de dérive. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui, oui, carrément. Écoutez, on se souviendra qu'en 2022, pendant la campagne électorale au Québec, François Legault avait dit que d'avoir 60 000 immigrants au Québec par année, ce serait suicidaire. Eh bien, on est vraiment dans dans ces chiffres-là. Alors, c'est malheureux parce que, bon, je trouve que ces propos-là vont être ramenés et puis on pourrait peut-être voir dans les prochains mois, les prochaines semaines, alors que M. Legault va devoir justifier pourquoi son gouvernement a pris une telle décision. J'ai peur un peu, je crains un peu qu'on revienne aussi dans ce vocabulaire-là, qu'on dise que l'immigration, c'est suicidaire, que d'en avoir trop, c'est... voilà, je trouve que ce sont des mots très forts. Je trouve que ce serait malheureux qu'on en parle de cette façon-là. Il y a aussi, je pense qu'il faut souligner que c'est un phénomène mondial. Les populations se déplacent pour diverses raisons. Il y a des conflits, il y a la question des changements climatiques. Donc, c'est un phénomène qui ne va pas s'atténuer. Au contraire, ça va s'accentuer avec les conflits régionaux, avec des gouvernements qui arrivent au pouvoir et qui veulent imposer des politiques qui réduisent le nombre d'immigrants. Et la question des changements climatiques, bien, on le sait tous, hein, les gens veulent fuir un milieu qui est inhospitalier pour des jours meilleurs dans un endroit qui est plus sécuritaire et le Canada est une place de choix. Voilà, ils ne peuvent plus rester en raison des changements climatiques. Donc, ça va devenir un phénomène qui va s'accentuer au cours des prochaines années. Bon. Revenons un peu plus près de ce qui se passe à Ottawa, un peu plus près d'Ottawa, de chez nous. On a vu cette semaine, on est toujours dans l'impasse. Cette paralysie en arrive à la Chambre, en arrive à sa 5e semaine. On commence à se demander si les libéraux, qui visiblement ne font pas grand-chose pour que ça cesse, n'ont pas intérêt ou si ce n'est pas dans leur stratégie de laisser traîner les choses. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Je pense que oui. Je pense que c'est dans leur stratégie. Ça leur permet de dépeindre M. Poilievre comme quelqu'un qui fait perdre le temps aux gens en empêchant les travaux parlementaires de suivre leur cours normal, de faire avancer des projets de loi qui peuvent peut-être compter pour les gens. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à faire perdurer ça. Et en même temps, mais il n'y a pas de motion d'opposition qui est débattue pendant ce temps-là. Les journées d'opposition, en théorie, il en reste 4, 3 pour les conservateurs et une pour les néo-démocrates. Les néo-démocrates, eux, ce ne sera pas une motion de censure qu'ils veulent mettre de l'avant, mais les conservateurs, eux, oui. C'est sûr que peut-être qu'il y a moins de crainte que le gouvernement puisse tomber, étant donné ce que M. Singh nous a dit hier, qu'il n'appuiera pas les conservateurs et les bloquistes, mais quand même, ça fait l'économie aux libéraux de tout ce débat-là, de revenir encore sur est-ce que ce gouvernement-là a atteint sa date de péremption. Puis c'est des conversations aussi qui alimentent la dissension au sein du caucus libéral. Donc plus on en parle aussi dans le débat public aux communes, plus il y a des libéraux qui sont nerveux, qui s'en parlent entre eux, qui remettent en doute le leadership de M. Trudeau. Oui, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais pendant ce temps-là, ce sont les conservateurs qui prennent l'espace, la nature ayant horreur du vide, comme on dit. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part des libéraux? Moi, je pense que oui, de la part des libéraux, comme l'a souligné Émilie, parce que justement, ça évite ou ça empêche le Parti conservateur de faire des manœuvres pour faire tomber le gouvernement.
je comprends pas toutefois la stratégie du Parti conservateur, parce que ça fait 5 semaines, comme vous l'avez souligné, qu'on s'est paralysé. Il n'y a rien qui avance. Et le Parti conservateur ne cesse de réclamer des élections durant la période des questions, sauf qu'ils empêchent ce genre de possibilités en paralysant les travaux parlementaires. Donc, est-ce que les les conservateurs veulent faire traîner les choses justement pour que Justin Trudeau demeure chef jusqu'aux prochaines élections? C'est peut-être ça la stratégie aussi, empêcher un changement de chef. Donc, tout ça est sur la table. Mais évidemment, je pense que quand les Canadiens regardent ça, se posent la question, se grattent la tête, à quoi ça sert tout ça? Pas à grand-chose pour le moment. Et le temps passe. Voilà. Il commence à être tard pour des élections, trop tard, pour ainsi dire. Hein? Décidément, d'ici la fin de l'année, là, le temps presse. J'ajouterais aussi que les libéraux aussi auraient le pouvoir d'arrêter tout ça avec une motion d'ajournement. Et ils n'ont même pas commencé à négocier, ils n'en ont même pas parlé au NPD. Donc, visiblement, c'est tant du côté des conservateurs que des libéraux. Là, on ne veut pas que ça s'arrête. On veut continuer ce blocage. Mais c'est certain que pendant que ça continue, bien, c'est sûr qu'on n'a pas cette menace là, qui plane d'élection, mais en plus, on n'est pas en train d'adopter la motion de voies et moyens sur les gains en capital. Également, là, cette nouvelle motion là, qui va venir sur les cliniques d'avortement et tout ça. Donc, voilà, il y a un blocage actuellement, mais là, on est rendu à se demander si ça va se poursuivre jusqu'à Noël, parce qu'il n'y a pas seulement cette motion-là, mais il y a une autre motion de privilège dont les conservateurs veulent débattre après. Alors, ce ne sera pas fini. Mais est-ce que l'ensemble, est-ce que les citoyens ne vont pas dire à un moment donné, écoutez, ça suffit, il n'y a rien qui se passe, on vous a élu pour que vous puissiez gérer le pays, pas débattre à l'infini? Je pense qu'il y a quelque chose que le chef bloquiste Yves-François Blanchet a dit qui est assez juste, c'est que les gens à la maison ne s'en rappellent plus pourquoi le gouvernement est paralysé. Là. La question de... Oui, c'est ça, ça fait 5 semaines. Les conservateurs l'ont expliqué, on veut avoir des documents, tout ça. Mais après ça, les gens ont arrêté de suivre la POC. Là. Ils passent à autre chose, ils ont d'autres préoccupations. Puis je ne pense pas que ce soit leur préoccupation première, ces documents-là. Un mot, en terminant rapidement, sur le caucus libéral, sur les fameux dissidents. Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer là-dessus, vous pensez? Je pense que c'est un peu le statu quo qui ça va... aussi, c'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Puis aucun des dissidents n'aura gain de cause. Le premier ministre a dit clairement qu'il serait chef du parti aux prochaines élections. Donc voilà, M. Trudeau a donné sa version, sa réponse finale. Et elle est finale. Ils ne vont pas revenir à la charge. Ça reste un boulet pour lui. Ça peut revenir parce que, justement, M. Trudeau n'a pas dit oui ou non à un vote secret. Là. Il n'a pas répondu à ça. Donc, ça reste incomplet, disons, en suspens. Une chose est certaine, c'est que la dissidence s'étiole actuellement. Puis, je pense plus que ça va, moins que les Canadiens sont intéressés, je pense, par cette révolte. Merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois ce soir. Merci à vous. Merci.